Elle est tombée à genoux devant un guerrier apache, et a supplié, « Prenez-moi comme votre femme, ou laissez-moi mourir. » Ce qui l'a fait ensuite a changé leur destin à jamais. Une histoire de survie, de vérité, et d'un amour né là où tout semblait perdu. Le soleil brûlait haut dans le ciel. Le vent chaud soulevait des nuages de poussière sur les pierres sèches du désert. Une silhouette fragile avançait lentement entre les rochers. C'était une jeune femme, seule, le visage couvert de terre, les lèvres fendues par le manque d'eau. Ses pas étaient lourds. Ses jambes tremblaient. Elle s'appelait Élise. Autrefois, elle vivait avec ses parents dans une maison confortable, loin de cette terre sauvage. Mais tout avait changé. Elle avait tout perdu. Sa robe, autrefois élégante, n'était plus qu'un tissu déchiré accroché à un corps amaigri. Ses bottes n'avaient plus de semelles. Ses pieds saignaient. Elle n'avait plus mangé depuis 2 jours. Elle suivait un lit de rivière asséché, espérant y trouver de l'eau. Mais ce fut autre chose qu'elle trouva. Une odeur de fumée flotta dans l'air. Des voix, des bruits de chevaux. Élise rampa sur un petit monticule rocheux et vit un camp. Des tentes basses en peau. Des femmes assises au sol. Des enfants courant entre les chevaux. Son cœur se serra. C'était un camp apache. Depuis l'enfance, on lui avait raconté des histoires terribles sur ces hommes. On les appelait des sauvages. On disait qu'ils attaquaient les colons, qu'ils tuaient sans pitié. Mais Élise n'avait plus la force de fuir. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle descendit lentement la pente. Son corps glissa sur les cailloux. Quand elle arriva au bord du camp, tout s'arrêta. Les femmes se levèrent. Les hommes posèrent la main sur leurs armes. Les enfants se cachèrent. Le silence tomba comme une pierre. Puis un homme sortit de la plus grande tente. Grand, fort. Le torse nu, la peau marquée par des cicatrices anciennes. Ses yeux noirs fixaient Élise sans bouger. Il s'appelait Takoda. C'était le chef. Élise tomba à genoux. Sa voix était cassée, presque inaudible. « S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir. » Takoda s'approcha. Il ne parlait pas. Son ombre la recouvrait entièrement. Elle leva les yeux vers lui. « Prenez-moi. Je peux travailler. Je peux apprendre. Je ne veux pas mourir seul. » Le silence du camp se fit plus lourd encore. Le destin d'Élise était entre les mains de cet homme inconnu. Le silence était lourd autour du feu. Takoda restait immobile devant la jeune femme agenouillée. Ses guerriers, regroupés derrière lui, chuchotaient entre eux. Ils n'aimaient pas cette étrangère. Pour eux, elle était un danger. Une intrusion. Mais Takoda leva une main. Le silence se fit. Il regarda Élise longuement. Elle était sale, affamée, perdue. Mais dans ses yeux, il vit quelque chose. Une étincelle. Un instinct de survie. Et une douleur qu'il connaissait trop bien. Elle vivra, dit-il simplement. Elle travaillera. Elle apprendra. Personne ne lui fera de mal. Certains guerriers grognèrent. L'un d'eux, un homme au visage dur nommé Chenoa, cracha au sol. Mais personne n'osa désobéir à Takoda. Sa parole était la loi. Une femme âgée s'avança. Ses longs cheveux gris étaient tressés avec soin. Son visage portait les marques du temps, mais ses gestes étaient sûrs. C'était Siana, la guérisseuse du clan. « Donne-lui à boire, » dit Takoda. Siana s'approcha d'Élise avec un bol d'eau. Elle s'agenouilla et la fit boire doucement. L'eau était tiède, mais pour Élise, c'était un miracle. Elle avala lentement, les larmes aux yeux. « Pas trop vite, » murmura Siana dans un français brisé. « Sinon, tu tombes ?» Élise hocha la tête. On l'installa dans la tente de Siana. Ce n'était qu'un coin modeste, près des herbes médicinales et des pots en terre. Mais pour Élise, c'était un abri. Un endroit où elle n'était plus seule face au désert. Le lendemain, Siana la réveilla tôt. Pas de repos. Pas de pitié. Elle lui montra comment frotter les peaux d'animaux, comment écraser les graines, comment porter le bois. Chaque tâche brûlait ses bras et ses mains. Mais Élise serrait les dents. Elle refusait d'abandonner. Les autres femmes la regardaient sans parler. Les enfants chuchotaient. Les hommes l'ignoraient. Mais Takoda, de loin, l'observait. Le soir venu, Siana lui posa un bol de bouillon entre les mains. « Mange. Tu as bien travaillé ?» Élise murmura un merci presque inaudible. Elle avala chaque goutte comme si c'était un trésor. Ce soir-là, allongée sur une peau rêche, elle ferma les yeux. Elle ne savait pas encore si elle avait trouvé un foyer. Mais elle était en vie. Et c'était déjà beaucoup. Les jours passaient, durs et silencieux. Dès l'aube, Élise suivait Siana pour apprendre les gestes de la vie dans le camp. Elle devait moudre le maïs avec une pierre lourde, gratter les peaux animales, ramasser des racines sous la terre sèche. Ses bras tremblaient. Ses doigts saignaient parfois. Mais elle ne s'arrêtait pas. La langue du camp lui était étrangère. Les sons roulaient, gutturaux, rapides. Les femmes parlaient entre elles sans jamais lui adresser un mot. Quand Élise essayait de répéter un mot, elle détournait le regard.
L'une d'elles, au visage sévère, lui montra une corde mal tressée. Elle haussa les épaules, puis la jeta dans les cendres. Élise sentit ses joues brûler de honte. Les enfants, eux, n'étaient pas discrets. Ils la pointaient du doigt. Ils riaient de ses cheveux clairs, de sa peau pâle. Parfois, ils s'approchaient pour toucher sa robe en tissu occidental, puis s'enfuyaient en criant. Elle n'était pas comme eux. Elle le sentait à chaque instant. Mais ce n'était pas ce rejet silencieux qui l'effrayait le plus. C'était le regard de Chenoa. Chenoa était un guerrier aux yeux durs comme la pierre. Il parlait peu, mais son regard parlait pour lui. Quand Élise passait près de lui, il se redressait toujours un peu. Il plissait les yeux. Il surveillait chacun de ses gestes. Un matin, elle le surprit en train de parler à deux autres hommes. Ils la regardaient. Ils hochèrent la tête lentement. Elle comprit qu'ils la jugeaient. Qu'ils attendaient son échec. Une nuit, en rentrant à la tente de Siana, Élise s'arrêta. Takoda se tenait seul près du feu central. Il regardait les flammes, le visage calme. Elle voulait lui parler, le remercier. Mais ses jambes restèrent figées. Elle tourna les talons et repartit en silence. Dans sa couche, elle se demanda si elle tiendrait. Elle n'avait jamais été aussi fatiguée. Elle n'avait jamais été aussi seule. Mais elle repensa aux mots qu'elle avait prononcés le premier jour. « Je veux vivre ». Alors elle serra les dents. Et elle décida, demain, elle recommencerait. Encore. Ce soir-là, le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Le camp était réuni autour d'un grand feu. Les enfants dormaient déjà. Les hommes parlaient entre eux. Certains racontaient des histoires, d'autres des souvenirs de guerre ou de chasse. Élise, comme toujours, restait en retrait, assise près de Siana. Elle écoutait, en silence. Depuis quelques semaines, elle comprenait mieux leur langue. Pas tout, mais assez pour suivre le sens général. Ce soir-là, un jeune guerrier nommé Tawa parla d'un raid contre des colons. Il disait que c'était une vengeance, que la terre sacrée avait été profanée. Puis un autre homme, plus âgé, prit la parole. Il s'appelait Anapé. Sa voix était grave. Ce n'était pas un vrai raid Apache, dit-il. C'étaient des hommes blancs. Ils portaient nos habits. Ils avaient volé nos flèches dans un ancien camp. Ils voulaient faire croire que c'était nous. Ils ont été payés par un homme riche, un certain Rufus Blackwell. Élise se figea. Ce nom? Blackwell. Elle l'avait déjà entendu. Son père en avait parlé. C'était un grand propriétaire qui achetait des terres autour de Crimson Creek. Il voulait les vallées, les rivières. Il voulait tout. Son cœur se mit à battre plus fort. Anapé continua. Ils ont traversé le canyon des esprits déguisés en guerriers. Puis ils sont partis vers l'est. Élise sentit son souffle se bloquer. Sa famille avait pris la route de l'est, vers Crimson Creek. Elle revit l'attaque. Les cris. Le sang. L'homme qui l'avait frappé au bras avec une flèche. Une flèche qu'elle avait crue Apache. Mais maintenant, elle se souvenait. Ce n'était pas un visage indien. C'était un homme blanc. Des yeux clairs. Une peau pâle sous la peinture rouge. Elle se leva d'un bond et quitta le cercle du feu. Personne ne l'arrêta. Elle marcha jusqu'à un endroit isolé, derrière les tentes. Là, elle s'agenouilla. Elle tremblait. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues. Elle avait vécu des semaines dans la haine. Elle avait cru que Takoda et son peuple étaient les meurtriers de sa famille. Mais la vérité était autre. Les assassins venaient de son propre monde. Élise ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise, seule, les bras autour des genoux, le regard vide. Son cœur battait fort, mais son corps était froid. Les visages de ses parents lui revenaient en mémoire. Leur dernier regard. Leur peur. Et maintenant, cette vérité qui changeait tout. Ce n'étaient pas les Apaches. C'étaient des hommes blancs. Déguisés. Payés. Manipulés. Elle avait haï à tort. Au matin, elle ne sortit pas de la tente de Siana. Elle ne mangea pas. Ne parla pas. Siana l'observa, inquiète, mais ne posa pas de questions. Le soleil était haut lorsque Takoda entra. Il s'approcha sans bruit. Son ombre tomba doucement sur elle. Il s'accroupit à côté d'elle, sans la toucher. Longtemps, aucun mot ne fut dit. Puis, sa voix grave rompit le silence. « Tu as entendu quelque chose hier soir. Quelque chose de lourd. » Élise tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux étaient rouges. Elle hocha la tête, incapable de parler. Takoda regardait droit devant lui. Son visage était calme, mais son regard était profond. Triste. Il y a des années, dit-il, ma sœur a été capturée. Elle était jeune. Comme toi. Les soldats blancs l'ont emmenée. Quand ils en ont fini, ils l'ont laissée, seule, dans le désert. Sa voix était lente, posée, mais chaque mot semblait peser une tonne. Nous l'avons retrouvée. Trop tard. Elle respirait encore, mais son esprit était déjà parti. Depuis ce jour, je porte ce poids. Il ferma les yeux un instant. Quand je t'ai vu tomber devant notre camp,
j'ai vu son visage. Sa peur. Sa douleur. J'ai vu ce que je n'avais pas pu sauver. Alors j'ai choisi de ne pas refaire la même erreur. Élise sentit sa gorge se nouer. Tu ne savais pas qui j'étais, murmura-t-elle. Je savais que tu étais un être humain en train de mourir. C'était suffisant. Le silence revint. Mais il n'était plus vide. Il était doux. Chargé de vérité. Élise baissa les yeux. Elle comprenait maintenant pourquoi Takoda l'avait protégée. Ce n'était pas par devoir. C'était une tentative de guérir une blessure ancienne. Et dans ce moment de partage, quelque chose changea entre eux. Ce n'était plus seulement une dette. C'était un lien. Les jours s'allongeaient, les vents devenaient plus frais. L'été laissait place à l'automne. Dans le camp, les rythmes changeaient, mais Élise restait debout chaque matin avant le lever du soleil. Elle n'était plus faible. Son corps, autrefois fragile, s'était endurci. Ses mains étaient couvertes de callosité. Ses bras, plus solides. Elle portait le bois, écrasait les grains, raclait les peaux sans se plaindre. Siana l'observait avec un œil discret. Un matin, elle lui dit. Maintenant, tu tiens debout. Pas seulement sur tes jambes, mais aussi dans ton cœur. Elle lui montra la terre. Comment sentir l'humidité cachée sous le sable? Comment lire les traces des animaux? Comment reconnaître les plantes qui guérissent et celles qui tuent? Élise apprit à faire du savon avec une racine, à purifier l'eau avec des pierres chauffées. Elle comprenait maintenant que cette terre, si rude, offrait ses secrets à ceux qui l'écoutaient avec respect. Les femmes du camp ne lui parlaient pas encore beaucoup. Mais elle ne la fuyait plus. Une d'entre elles lui offrit un petit collier de graines. Une autre l'invita à moudre le maïs à ses côtés. Ce n'était pas grand-chose. Mais pour Élise, c'était un début. Takoda, lui, restait distant. Il la regardait parfois, depuis l'autre côté du feu. Parfois, leurs regards se croisaient. Aucun mot. Mais dans ses yeux sombres, elle lisait une chaleur discrète. Un calme puissant. Elle ne savait pas quand cela avait commencé. Peut-être un soir, quand il avait posé un morceau de viande sur sa pierre, sans rien dire. Ou ce matin-là, où il avait corrigé sa posture pendant qu'elle tirait un seau d'eau, ses doigts effleurant brièvement les siens. Elle ne comprenait pas tout de lui. Mais elle ressentait sa présence. Forte. Protectrice. Indéchiffrable. Et, doucement, son cœur changeait. Ce n'était plus de la gratitude. Ce n'était plus du respect. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus effrayant. Et de plus vrai. Elle ne lui avait rien dit. Elle n'en avait parlé à personne. Pas même à Siana. Mais chaque fois que Takoda passait près d'elle, sans un mot, elle sentait son cœur battre plus fort. Elle tombait amoureuse. Silencieusement. Lentement. Comme on tombe dans un rêve. Une semaine après la veillée, Takoda revint d'une longue marche dans les collines. Il avait parlé avec un éclaireur venu d'un autre clan. Le message était court, mais lourd de sens. Le nom de l'homme est Rufus Blackwell, dit Takoda, les yeux sombres. Un riche propriétaire. Il achète des terres avec du sang et de l'or. Élise sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce nom, elle le connaissait. Son père en avait parlé autrefois, autour du feu. Blackwell voulait acheter les vallées fertiles près de Crimson Creek. Des terres que les Vance avaient aussi convoitées. Des terres qu'ils n'ont jamais pu atteindre. Elle se leva. Il a payé les hommes qui ont attaqué notre convoi, dit-elle d'une voix ferme. Il a fait accuser les Apaches pour cacher son crime. Takoda hocha lentement la tête. Il achète les soldats, les juges, les armes. Il agit dans l'ombre. Il pense que personne n'osera le défier. Élise serra les poings. Il faut que je le confronte. Il doit voir mon visage. Il doit savoir que je suis vivante. Et que je connais la vérité. Takoda resta silencieux. Le feu crépitait entre eux. Puis il parla. Ce n'est pas une route facile. Cet homme a des yeux partout. Si tu pars seul, il te fera disparaître. Alors viens avec moi, dit-elle sans réfléchir. Un long silence suivit. Takoda regardait les flammes. Puis, lentement, il releva la tête. Tu veux que je quitte le camp? Que j'entre dans leur ville? Que je me tienne à côté de toi, une femme blanche? Tu m'as sauvé une fois. Je ne te demande pas de te battre. Je te demande de me soutenir. Takoda se leva. Sa silhouette était grande, forte, calme. Je viendrai, dit-il simplement. Ce fut tout. Mais dans ces mots, il y avait un monde. Crimson Creek était un village de poussière et de regards méfiants. Une seule rue traversait le centre, bordée de bâtiments en bois. Il y avait un saloon, une boutique, une forge, et un petit bureau officiel où travaillaient le shérif et les employés du registre foncier. Dès qu'Élise et Takoda entrèrent à cheval, les conversations cessèrent. Les gens les fixaient, choqués. Un Apache et une femme en habit simple, côte à côte, cela ne se voyait pas ici. Les murmures montèrent. Folle. Traîtresse. Sauvage. Ils descendirent de cheval devant le bureau.
Élise inspira profondément, puis entra. Takoda resta dehors, en sentinelle. Un jeune homme pâle, au visage nerveux, leva les yeux de son registre. « Je voudrais consulter un dossier, » dit Élise calmement. « Un acte de propriété. Le terrain près de Silver Creek. Il appartenait à mon père, William Vance. » Le jeune homme blêmit. « Attendez, je vais voir. » Il ouvrit un tiroir, farfouilla, puis sortit un dossier. Derrière lui, un autre homme se leva. Il était gros, en sueur, et portait une étoile de shérif sur la poitrine. Son regard était glacial. « Vance » répéta-t-il. « Ce nom ne devrait plus exister. Qui êtes-vous pour le réclamer ?»« Sa fille » répondit Élise sans baisser les yeux. Le shérif s'approcha lentement. « Drôle. On disait que toute la famille avait été tuée. Et te voilà ici, vivante, avec un Apache. Tu veux me faire croire à une belle histoire ?» Sa main glissa vers son arme. Mais la porte s'ouvrit brusquement. Takoda entra. Grand, calme, froid. Il ne parla pas. Il fixa le shérif. Et le silence s'installa. Le shérif recula d'un pas. « Donne-lui le dossier » grogna-t-il au jeune employé. Élise l'ouvrit. Elle y trouva la preuve, la signature soignée de son père, puis, en dessous, un X grossier marquant une vente prétendue, avec le cachet du shérif. Une fausse vente. Une falsification. Avant qu'elle ne puisse réagir, un homme entra. Siluka. Regard froid. Cicatrice à la joue. Un de ceux qu'elle avait aperçus lors du raid. « Monsieur Blackwell vous attend » dit-il d'une voix tranchante. Il veut éclaircir le malentendu. C'était un piège. Mais il ne pouvait pas refuser. Élise échangea un regard avec Takoda. Et ensemble, ils suivirent l'homme. La maison de Rufus Blackwell était une bâtisse imposante, bien trop élégante pour ce désert. 2 étages, des colonnes blanches, et un porche large comme une scène. Tout sentait leur volée et la fausse élégance. Élise et Takoda furent conduits jusque-là, encadrés par Siluka et 2 autres hommes armés. Le shérif fermait la marche. Le piège était clair, mais il n'avait pas le choix. Sur le perron, Blackwell les attendait, un verre de brandy à la main. Son costume bleu mal ajusté soulignait son ventre gonflé. Il souriait. Un sourire sans chaleur. « Mademoiselle Vance » dit-il d'un ton mielleux. « Quel plaisir inattendu. Vraiment. Je croyais que vous étiez morte. » Élise se tint droite. « Vous le pensiez. Et vous espériez que cela reste ainsi. » Elle sortit le dossier de son sac. « Ceci est la preuve que vous avez volé les terres de mon père. Ce X n'est pas sa signature. Vous l'avez fait tuer pour un bout de terrain. » Blackwell jeta un œil au papier, puis haussa les épaules. « Papier fragile, mémoire instable, tout peut brûler, dit-il froidement. Il fit un geste. En un instant, les hommes de main sortirent leurs armes. Takoda se redressa, prêt à se battre. Mais ils étaient trop nombreux. « Tuez l'Apache » dit Blackwell. « Et qu'on jette la fille dehors. » Élise vit une arme se lever vers Takoda. Son cœur explosa de peur. Alors elle cria. Un cri venu de loin, du fond de son ventre. Et elle se jeta sur Blackwell. Son poids le déséquilibra. Il recula, trébucha, renversa son verre. Le feu de colère monta dans ses yeux. « Petite folle » hurla-t-il. Mais son geste avait offert à Takoda l'ouverture dont il avait besoin. En un éclair, Takoda arracha un fusil accroché à la selle d'un cheval. Il frappa le premier homme au visage. Un second tira, mais la balle ne fit qu'effleurer son bras. Takoda grogna, puis se jeta sur Quin, lui arrachant son arme. Le chaos éclata. Alors, au loin, on entendit des sabots. Des chevaux arrivaient à toute vitesse. Des cris. Des ordres en Apache. C'était Chenoa, suivi d'un groupe de guerriers. Contre toute attente, il était venu. Pour Takoda. Pour la vérité. Entourés d'arcs et de lances, les hommes de Blackwell se figèrent. Le vent tourna. Et la peur changea de camp. Le retour vers le camp fut silencieux. Takoda saignait légèrement à l'épaule, mais il restait droit sur son cheval. Élise chevauchait à ses côtés, couverte de poussière, le cœur encore battant. Derrière eux, Chenoa et ses guerriers veillaient, silencieux. Le piège avait échoué. Blackwell était humilié. Et la vérité, même sans papier, avait été révélée aux yeux de tous. Quand ils passèrent les premiers rochers du canyon, les enfants coururent à leur rencontre. Les femmes sortirent de leur tente. Tous les regards étaient fixés sur Élise. Elle descendit de cheval, le corps fatigué, mais l'âme en paix. Siana s'approcha. Elle toucha doucement la joue d'Élise, puis murmura un mot en Apache qu'Élise ne connaissait pas. Mais elle comprit. C'était un mot de respect. Le soir même, tout le camp se rassembla autour du feu. Chenoa prit la parole. Il désigna Élise. Elle a affronté le danger pour la vérité. Elle a défendu un guerrier avec son cœur, pas avec une arme. Elle a été plus courageuse que beaucoup d'hommes.
Pour cela, elle mérite un nom. Il la regarda droit dans les yeux. Wakanda Isha. La femme de courage. Un murmure d'admiration parcourut le cercle. Pour la première fois, les femmes hochèrent la tête. Les enfants ne riaient plus. Ils l'écoutaient. Elle n'était plus l'étrangère pâle. Elle était l'une des leurs. Plus tard, quand le feu devint braise, Takoda l'emmena sur la colline qui surplombait le camp. Là-haut, le vent était doux. Les étoiles brillaient. Il se tourna vers elle. Tu es venu ici en fantôme. Perdu. Mais tu as ramené la lumière. Tu as éveillé quelque chose que j'avais oublié, l'espoir. Il prit ses mains dans les siennes. Tu m'as autrefois demandé de devenir ta femme. Je t'ai refusé. Aujourd'hui, c'est moi qui te demande, veux-tu être la mienne? Non par devoir. Mais par choix. Par lien d'esprit. Élise sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle ne répondit pas par des mots. Elle s'approcha simplement. Et posa ses lèvres contre les siennes. Doucement. Longuement. C'était sa réponse. Ce désert qui l'avait presque tué était devenu sa maison. Et dans les bras de Takoda, elle n'était plus une survivante. Elle était une femme. Une épouse. Et enfin, libre. Si l'histoire d'Élise et Takoda vous a touché, si vous croyez que le courage peut naître même dans la douleur, alors laissez un j'aime, partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les récits forts, et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires vraies et inoubliables.